Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Didier Havé sur la chaîne. Didier est psychologue spécialisé dans les troubles anxieux et dans les TOC. Tu me corrigeras si je me trompe, mais il m'a semblé que c'était ça. Pourquoi on a décidé de faire cette vidéo ensemble? De mon côté, en tout cas, ça a été parce que une des valeurs clés dans mon travail de psychologue, c'est l'efficacité. J'ai accroché à ton travail par rapport à ça. Je retrouve chez toi aussi cette réflexion-là. Comment aider les personnes qui souffrent d'anxiété, de TOC, comment optimiser les prises en soin pour que vraiment ça puisse être efficace. Donc, si tu es d'accord, on va axer cet échange-là autour de cette notion d'efficacité, de comment rendre une intervention psychologique efficace, plutôt concernant les personnes qui souffrent de TOC, puisque c'est le thème de ma chaîne. Euh, donc voilà, on va s'intéresser à toutes ces questions-là. Euh, Est-ce que déjà tu voulais dire un premier mot ou rebondir sur ce que je viens de dire? Écoute, merci pour ton invitation. Pour commencer, je l'apprécie beaucoup. Moi aussi, je suis ta chaîne. Alors, je sais que tu as développé une grande compétence pour le traitement des TOC. Et c'est assez rare, c'est trop rare, malheureusement. Donc, quand j'ai la chance de discuter avec un ou une collègue qui s'intéresse à la même chose que moi, ça me fait très plaisir parce que je pense qu'on est malheureusement beaucoup trop peu nombreux. Puis sur la question de l'efficacité, je pense que c'est au cœur de la pratique des thérapies cognitivo-comportementales en général, hein. C'est quand même des thérapies qui sont assez pragmatiques. Donc c'est probablement pour ça que tu me poses la question et je pense que c'est très bien parce que tu vois, moi je suis quand même un assez vieux psychologue. Puis j'ai été formé à Nice notamment. À Paris aussi, mais à Nice. Puis tu vois, j'étais formé dans une université qui était d'orientation très psychanalytique, lacanienne même. Et puis je pense que c'est cette notion d'efficacité. Enfin, c'était pas à l'époque. Donc quand j'ai fait mes études dans les années 90, je veux dire parler d'efficacité, ça aurait presque été mal perçu en fait. Voire même on aurait interrogé. Le désir de soigner l'autre, qu'est-ce que ça dit de toi? Il y a même des textes de Freud sur ça. Et quelle tristesse en fait. Quelle tristesse. C'est de faire une intervention et ne même pas être autorisé à penser si elle est efficace. Donc bref, excuse-moi, voilà. Une longue réponse, mais en tout cas pour dire que la question est plus que justifiée, en particulier quand on parle de troubles obsessionnels compulsifs. Ouais, bah, super. Merci pour cette première introduction. Effectivement, la question de l'efficacité, elle est au cœur des thérapies cognitives et comportementales et donc au cœur de nos pratiques, puisque je pense que toi aussi, ta pratique est basée plutôt sur cette thérapie-là, même si tu as ajouté bien sûr Et, d'autres outils au fur et à mesure. ouais, ça fait. Exact. Est-ce que tu voulais qu'on parle un peu plus peut-être sur les efficacités, sur les TOC? Enfin, je vais te laisser peut-être poser la question. Ouais. Justement, on va passer à une première question. On va parler plutôt des TOC, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi concrètement une intervention qui est efficace pour les TOC? Euh, bon, ça, tu sais, je pense on va échanger. Tu me diras ça. Bon, on peut répondre peut-être d'un point de vue quantitatif, tu sais, avec des questionnaires, puis dire ou avec des critères diagnostiques. Bon, on peut dire aux échelles, notamment la Y-box, une intervention efficace, ben, c'est une diminution du score. On peut prendre les critères diagnostiques, parler du DSM et dire, parce que le critère clé, c'est 1 heure. Pour avoir le diagnostic de TOC, il faut perdre plus d'1 heure par jour à cause du TOC. Mais évidemment, c'est insuffisant comme critère parce que bon, la personne qui est à 59 minutes, est-ce que elle a plus de TOC pour autant? Donc c'est pas suffisant. Moi, comme souvent dans mes vidéos d'ailleurs, et je crois pas être le seul, mais je mets plus l'accent sur la notion d'attitude. Donc, pour moi, une intervention efficace sur les TOC, c'est une intervention qui change l'attitude de la personne vis-à-vis de son TOC, avec notamment quelque chose qui est très caractéristique, c'est que les gens viennent avec une demande de enlève-moi l'anxiété, le doute, les obsessions.
Donc, au final, toute chose que la personne ne peut pas contrôler. Euh, et nous, en psychothérapie du TOC, on va ne pas répondre à cette demande et dire, mais en fait, ce qu'on va enlever, c'est ce que tu peux contrôler, même si c'est très difficile, à savoir les compulsions. Donc, on va vraiment intervertir la demande de la personne. Et quand la personne comprend que les obsessions sont, et le doute sont une arnaque, à savoir quelque chose qui ne peut jamais être solutionné, jamais être résolu, jamais être contrôlé, en revanche, que quand elle apprend donc à pratiquer ce qu'on appelle la prévention de la réponse, on va peut-être le développer plus tard, et à diminuer, voire à arrêter complètement ses compulsions ou à modifier ses compulsions, alors seulement et indirectement le trouble s'enraye. Hein. Donc une intervention efficace, je pense, pour le TOC, c'est une intervention qui va cibler les compulsions et tous les comportements TOC, puisque c'est pas seulement la prévention de la réponse, c'est aussi l'exposition. Et comme je disais en préambule, c'est l'exposition, oui, mais avec l'attitude qui va avec. Tu sais, tu connais peut-être le psychologue américain Reed Wilson, et je l'entendais dans un podcast il n'y a pas longtemps, il dit cette phrase que je trouve qui est extraordinaire, il dit Exposure doesn't work. Don't do exposure. Donc, les expositions ne marchent pas. Ne faites pas des expositions. Il dit ce qui marche, c'est les expositions avec l'attitude. Okay. Donc, le fait d'avoir l'attitude. Parce que si tu fais des expositions, mais que tu fais 50 000 compulsions en même temps ou juste après, que tu ne penses que au moment où tu touches un truc sale pour un toc de contamination, mais tu penses juste au moment où tu vas te soulager en te lavant les mains, etc., bah, tu compulses. Alors que ça soit physiquement ou mentalement, ça va annuler les bénéfices de l'exercice. Bon, excuse-moi, je pourrais développer encore la réponse, mais comme en gros, je dirais que c'est pas mal autour de ça que ça tourne. Je sais pas ce que tu voudrais ajouter, Lucas, par rapport à ça, peut-être, ou si Ouais, tu je as vais pensé à essayer autre de chose. rebondir déjà là-dessus. Ouais, bon, il y a déjà beaucoup d'éléments, hein. Je te remercie pour cette première réponse. Donc déjà, en premier, tu as parlé des approches catégorielles avec le DSM, où une première réponse, la plus surfacière qu'on pourrait dire, c'est la personne, elle a un TOC, à la fin, elle n'a plus de TOC. Donc ça Ouais, serait la notion de l'efficacité. Comment on pourrait définir l'efficacité? Bien sûr, euh, si on sort de cette approche catégorielle, on va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont des TOC subcliniques, qui n'ont pas tous les critères diagnostiques qui sont remplis, et des personnes qui ont des TOC. exact. Si on amène une personne qui a un TOC sévère à avoir un TOC modéré, c'est déjà que l'intervention a été efficace. Non, elle n'est peut-être pas terminée, mais c'est déjà qu'on est sur la bonne piste. Donc c'est important déjà de voir les choses comme un continuum et pas quelque chose de binaire, hein, comme tu l'as dit, avec un TOC ou pas un TOC. Ensuite, sur la question de l'attitude, hein, tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, on peut faire de l'exposition sans obtenir vraiment les résultats. Peut-être que ça, on en parlera Exact. un petit peu plus tard, parce que c'est un point qui va être important dans notre discussion. Ouais, je sais pas si je rebondis, je rebondirai peut-être plus tard là-dessus. Ouais. Euh, Ensuite, c'est vrai que faut se poser la question, qu'est-ce qu'on vise? Quelle est la cible thérapeutique qu'on vise quand on travaille sur les TOC? J'ai noté que dans les approches TCC, il y avait deux grandes, euh, deux grandes façons de voir les choses. Pas très simple, on va dire qu'il y a les TCC classiques et il y a les thérapies de troisième vague, notamment l'ACT. En TCC, on va chercher plutôt à réduire les symptômes, ce qui va correspondre très bien à l'approche avec l'échelle e-box dont tu as parlé, qui va viser principalement, et même uniquement d'ailleurs, les symptômes d'obsession et de compulsion. On peut d'ailleurs critiquer cette échelle parce qu'elle ne prend pas en compte les évitements, mais ça, c'est peut-être encore un sous-point. Et donc là, on va viser vraiment la réduction des symptômes. Le problème avec cette approche-là, c'est que on n'est pas sûr à 100% que la personne va être plus épanouie à la fin. Et c'est là qu'intervient l'approche de troisième vague avec l'acte, où là, on ne va pas uniquement chercher à réduire les symptômes. On va dire, le plus important, c'est que la personne retrouve une vie épanouie, qu'elle refasse de plus en plus de choses, qu'elle réduise justement ses évitements, qu'elle se remette à sortir de chez elle si c'était plus le cas, et qu'elle puisse redonner un sens à sa vie. Évidemment, c'est assez large comme ça, mais c'est ça qu'on va chercher avec ce type d'approche. Absolument. Absolument. Alors, tu vois, par rapport à l'acte, euh, bon, clairement, bon, moi, dans mes vidéos, en fait,
je ne vais pas dire qu'il n'est que question de thérapie ACT, donc thérapie d'acceptation et d'engagement, mais il en est beaucoup question parce que je parle énormément d'acceptation. Mais j'avais lu, je ne sais plus où, je suis désolé pour la source, mais quelque chose qu'a dit Stephen Ice, donc qui est un des fondateurs de la thérapie ACT, qui disait que l'acte seul n'est pas suffisant dans le traitement des TOC. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai l'impression, je étant absolument pas être un expert de la thérapie ACT, mais j'ai l'impression que la composante d'exposition n'est pas suffisamment développée dans la thérapie ACT, et c'est pour cette raison que ce n'est pas suffisant dans les TOC. En revanche, je crois que l'EPR, donc l'exposition avec prévention de la réponse, quand on combine le travail d'exposition et de prévention de la réponse qui est totalement indispensable, mais qu'on utilise certains outils de l'acte ou même un certain discours de l'acte, je pense que cette combinaison-là marche très bien. Ouais, je suis assez en accord avec ça. C'est vraiment d'utiliser, en tout cas dans mon approche, ce que j'essaie de proposer, c'est d'utiliser l'esprit de fond de l'acte C'est avec ça. des outils aussi issus plutôt des TCC classiques, exposition avec prévention de la réponse, avec vraiment quelque chose de structuré, une hiérarchie d'exposition qui va permettre à la personne de prendre confiance en elle au fur et à mesure. Ouais. Ouais, j'avais un autre point que j'ai oublié, faut que je prenne des notes. Faut jamais chercher ce qu'on a oublié, ça revient tout seul quand on arrête de chercher. Exactement, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Exactement, voilà, c'est revenu. Ce que je propose souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que l'objectif, pas plutôt l'objectif, mais le processus central qui va vraiment les faire évoluer, c'est l'exposition avec prévention de la réponse. Et pour pouvoir mettre en place ce processus-là, on va avoir besoin d'autres processus, notamment issus de l'acte, et principalement, je dirais, la diffusion cognitive et l'acceptation émotionnelle. Et une fois qu'on a tout ça qui est en place, c'est beaucoup plus facile de s'exposer et d'aller chercher des améliorations. Est-ce que tu Voilà. le dirais aussi comme ça? Est-ce que tu aurais un ajout à faire? Oui, absolument, hein, mais je pense que tu l'as très très bien dit tout à l'heure et je suis 100% d'accord avec toi. L'EPR, donc l'exposition avec prévention de la réponse, c'est le noyau, c'est vraiment ce qu'on veut faire, mais comme tu l'as très bien dit, avec comment tu as dit ça tout à l'heure? Je ne retrouve plus ta formule, mais ça me paraissait très juste, un fond. Comment? J'ai dit un processus, je ne sais pas si c'est ça. Ouais, un processus d'acte ou un discours de l'acte qui est derrière, en fait, qui est comme peut-être quelque chose qui facilite un peu le travail d'exposition. L'acceptation émotionnelle, la diffusion cognitive. Même si moi, personnellement, je ne fais pas faire nécessairement des exercices de diffusion cognitive, tu sais, comme quand j'ai des personnes qui souffrent de TOC, je ne vais pas nécessairement utiliser les outils classiques de j'ai la pensée que, je suis en train d'avoir la pensée que, etc. Je préfère vraiment mettre l'accent. D'ailleurs, c'est peut-être ça rejoint un autre point sur la question de l'efficacité, sur des métaphores et notamment, je trouve qu'une bonne métaphore, ça d'ailleurs, entre parenthèses, c'est très acte, mais une bonne métaphore, des fois, ça fait vraiment un gros bout de travail. Tu vois, par exemple, il y a pas si longtemps que ça, je présentais à une dame le PR comme étant un combat de boxe contre le TOC. Euh, et un combat de boxe, tu peux pas gagner un combat de boxe comme ça. Tu peux pas passer ton temps à jouer en défense parce que tu te fais castagner pendant 12 rounds ou 15 rounds ou je sais pas. Donc il faut passer à l'attaque. Je veux dire, à un moment donné, il faut avoir la force de dire ça suffit, maintenant toi, mon pote, je vais t'en mettre plein la gueule aussi. Et ça, c'est l'état d'esprit de l'exposition. Je confronte mes peurs. On ne dit pas que quand on fait ça, on ne doit pas avoir peur. On dit juste qu'il y a un type en face qui veut te démolir. Et tu ne peux pas te contenter de juste te protéger. Il faut passer à l'attaque. Les faire des expositions, c'est ça. Envoyer quelques bonnes droites. Et cette métaphore-là, c'est quelque chose qui a vraiment aidé la personne. Enfin, c'est venu chercher, je pense que c'est quelqu'un, comme on voit parfois, qui avait un esprit assez compétitif, combatif. Et la métaphore a aidé à vraiment faire ce qui était difficile pour elle. Alors, donc ça, c'est peut-être une autre chose.
au service de l'efficacité. Tu sais, il y en a plein, hein, par exemple, pour la prévention de la réponse, comme un moustique qui pique et donc ça démange, mais je dois pas gratter. Bon, ben là, j'ai le sentiment d'urgence qu'il faudrait que je compulse, mais justement, je vais m'abstenir de compulser. Bon, bref, excuse-moi, je suis un peu parti dans tous les sens là, mais bon, on rebondit à la volée, c'est pas forcément très organisé, mais bon, Alors ne c'est ça. t'excuse pas, hein, c'est très intéressant, on part dans différentes directions, il y a Ouais, beaucoup de choses qui sont intéressantes, c'est vrai que dès qu'on parle d'efficacité, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. ouais, Pour exact. revenir sur la diffusion, personnellement, je propose quand même assez souvent d'utiliser des méthodes de diffusion. Euh, Peut-être la plus efficace et la plus utile qui j'utilise à mes yeux, d'après les retours aussi que me font bien sûr les personnes avec qui je travaille, bah, c'est pas un outil de diffusion, c'est un outil assez généraliste dans l'acte, c'est tout simplement la matrice. Et en utilisant la Ah, matrice, je me suis rendu compte que ça a aidé beaucoup les gens à simplement poser leurs pensées dans un cadran de la matrice et ensuite pouvoir bah, quand même défusionner avec ce mécanisme de je regarde ce qui est en train de se passer, je regarde ce qui se passe en moi au niveau des émotions, des pensées, des sensations, je regarde ce que le TOC pourrait m'amener à faire, donc généralement des compulsions et des évitements, et je ouais, regarde aussi ce qui compte pour moi dans cet instant présent et ce que je pourrais réussir à mettre en place en présence même de cette pensée et de cette émotion. Donc c'est un outil, bien sûr, qui n'utilise pas que la diffusion, qui utilise tous les processus de l'acte, mais qui peut ouais. vraiment nous aider à se débloquer. Ouais, ouais, tu fais vraiment bien de le mentionner. Quand je suis arrivé petite anecdote, quand je suis arrivé à Montréal en 2013, je suis arrivé le septembre 2013, je pense qu'au mois d'octobre, euh, même pas encore mon permis pour exercer tout ça. J'ai assisté à une conférence de Benjamin Schendorf, qui est une des grandes figures dans le monde francophone de l'acte, que j'ai interviewé d'ailleurs sur ma chaîne. Et c'était une conférence sur l'acte et la prise en charge des TOC, et justement avec l'utilisation de la matrice. Et effectivement, je trouve que c'est un très très bel outil, vraiment. Ouais. Schondorf, qui est un des fondateurs, enfin un des inventeurs de la matrice, je crois, avec Fabian Alors je pense que, Olaz. alors moi j'avais cru comprendre il l'avait utilisé puis développé, etc. Mais il n'est pas forcément inventé. Mais je voudrais pas trop m'avancer puisque je suis pas sûr totalement. Bon, c'est pas grave, alors, peu importe. C'était un point comme ça, mais c'était peut-être pas d'ailleurs le plus pertinent. En tout cas, ce qui compte, c'est ce qu'on peut refaire aujourd'hui avec les personnes qui souffrent de TOC. Peut-être pour rebondir sur la diffusion, un exercice qui me paraît aussi très utile spécifiquement pour les TOC, c'est de repérer les hameçons. D'ailleurs, je crois que c'est un exercice qui est proposé Bah aussi oui, au départ, dans le livre de Schoendorf et tout à collaborateur fait, sur la matrice. C'est de tout à fait. repérer la première pensée qui a amené à un cercle de rumination ou de vérification mentale. Tout à fait, tout à fait. En fait, tu vois, tu me fais réaliser que j'utilise beaucoup cette métaphore en vérité. Oui, sans t'en rendre Et c'est compte. complètement de la diffusion, bien sûr. J'avais oublié, mais effectivement, je l'utilise très souvent. Yes. Bon, super. Alors, on Ouais. a déjà un petit peu brossé le portrait là, de tout ce qui peut être utile pour une intervention efficace contre les TOC. Alors, il y aurait plein d'autres points sans doute à travailler ou à aborder. Ah, des dizaines. On aurait pu passer l'entretien entier là-dessus, mais peut-être essayer de passer à d'autres questions. Alors, il y avait une question ensuite que je voulais te poser, c'est quand tu commences un suivi avec quelqu'un sur les TOC, à partir de quand est-ce que tu sais que ton intervention, elle fonctionne vraiment, ou alors qu'elle va fonctionner, et qu'il faut continuer dans cette direction? Euh, le critère important, bon, je l'ai dit, hein, ça va avec la notion d'attitude avec laquelle dont on parlait précédemment. Mais je pense un critère très important, c'est est-ce que la personne s'approprie la thérapie? Et s'approprier la thérapie, ça veut dire que moi, en tant que psychologue, si j'ai le sentiment que je commence à travailler très très fort, en général, c'est que c'est pas un très très bon signe. C'est comme si j'ai l'impression que je passe mon temps à devoir pousser la personne, c'est pas un très très bon signe. À l'inverse, donc c'est pas un très très bon signe. Quand je dis ça, je veux pas
les personnes qui vivraient cette situation-là, on le voit en thérapie, c'est notre rôle, une fois qu'on repère ça, d'essayer de changer cette dynamique. Mais ce que je veux dire, c'est que la thérapie du TOC, c'est une thérapie d'exercice. Voilà, c'est comme si on veut le dire en une ligne, puis je m'excuse si je suis un peu radical, peut-être il y a des gens qui écouteront ça et qui ne sont pas tout à fait d'accord, mais je vais le dire quand même parce que je le crois, puis ça m'intéresserait d'avoir ton avis. Mais si vous êtes en thérapie avec un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute pour le TOC, et que vous n'avez pas d'exercice à faire, bah, c'est très, 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 très probable que vous n'êtes pas en train de faire ce qu'il faut. C'est pas votre faute, mais c'est que peut-être la personne en question ne connaît peut-être pas assez le TOC ou le traitement du TOC. Donc, c'est une thérapie d'exercice, c'est une thérapie qu'il faut s'approprier, c'est-à-dire que la personne doit comprendre que oui, c'est difficile, mais c'est ça que j'ai à faire. Et je sais que ça marche si la personne me dit c'est dur, mais je fais mes exercices. C'est quand même un critère très très simple. Mais la personne comprend que dans le TOC, c'est facile. Il n'y a pas de guérison spontanée. Tu vas jamais te réveiller le lendemain matin en disant oh my God, je me sens tellement mieux. C'est parti. Ça va jamais arriver. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que guérir, c'est une conquête. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner les gens là-dedans, de les motiver à faire ces choses qui sont très difficiles. En tout cas, dans l'EPR, c'est ça. Donc, je te dirais que ça serait mon critère principal. Et après, bien sûr qu'il va y avoir des embûches, ça va être compliqué, on va ajuster les exercices, ça c'était trop difficile, ça c'était trop facile, etc. Mais la personne reste proactive tout le temps. Elle a cette mentalité de boxeur qu'on disait tout à l'heure, de ça me fait peur, ça me rend inconfortable, ça me plonge dans le doute, mais je vais le faire quand même. Et ça, je sais que quand les gens s'approprient cet état d'esprit-là, clairement, on est sur la bonne piste. D'accord. Donc, si j'entends bien, le premier signe qui t'indique que ça va fonctionner, c'est l'état d'esprit de la personne, sa capacité à se dire, je vais y aller, ça va être désagréable, mais ça va fonctionner et je vais y aller à fond. Même si, Lucas, quand même, je veux préciser, parce en t'entendant le reformuler, je me suis dit, oui, mais c'est aussi quelque chose qui se construit. Bien sûr. Hein. C'est pas un prérequis, c'est pas, voilà, c'est pas genre, allez, on y va, et on fait les exercices et boum. Non, c'est comme, tu fais un exercice, oh, c'est un peu dur, j'aime pas ça, mais je sens que, en le faisant, je sens que soit ma capacité à tolérer l'anxiété devient plus forte, je me sens plus fort, et donc ça me donne le goût de faire un autre exercice, puis un autre exercice, puis un autre exercice. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi quelque chose que l'on construit. Donc état d'esprit et exercice, c'est comme une espèce de roue qu'on pousse et qui avance de plus en plus vite au fur et à mesure. Juste pour dire que c'est pas un prérequis absolu. C'est normal qu'au début, oh my God, c'est tellement dur, j'ai pas envie de faire ça. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, bah, tu fais bien de le préciser, sans doute, pour éviter une incompréhension entre nous. Je C'est pense ça. qu'on a compris la même chose, mais ça pourrait être compris, perçu différemment. Ouais. C'est quelque chose qui est vraiment progressif et qui se construit tout au fur et à mesure. La métaphore que j'aime bien utiliser là-dessus, c'est que on cherche à induire un effet boule de neige. Ouais. Au début, bah, il y a un petit peu de neige, et puis petit à petit, au fur et à mesure, ça grossit de plus en plus, et on va obtenir les résultats qu'on souhaite comme ça. Donc évidemment, il n'est pas nécessaire dès le départ d'être à bloc avant la première séance. Parfois, c'est pas évident. Il ne vaudrait pas C'est bien jamais évident en réalité, hein. comme ça. C'est pas, voilà, c'est pas quelque chose de facile nécessairement. Mais voilà, c'est important d'avoir cet état d'esprit, de comprendre que il faut être actif en fait quand on veut se libérer des tocs, et que C'est ça. c'est pas le psychologue ou le praticien qui va vous guérir, c'est à vous de vous guérir, et lui il sera là pour vous guider pour ça. Ce qui rejoint bien Exact. sûr le point que tu disais juste avant aussi, euh, en mettant en lumière le fait que bah, s'il n'y a pas d'exercice, ça risque d'être compliqué, parce que dans les tocs, bah, comme on l'a dit, il y a besoin de faire de l'exposition avant toute chose. Exposition avec prévention de la réponse, bien sûr, et que pour ça, on a besoin d'autres compétences psychologiques qu'on va aussi travailler, comme on l'a abordé. Et
Tout à fait. Donc, des exercices, ouais, une constance dans les exercices. Et, euh, et pour reprendre une autre chose que j'emprunte à Reed Wilson, ça fait 2 fois que je le cite aujourd'hui, mais euh, il faut pas seulement peut-être accepter d'être mal, il faut vouloir être mal. C'est c'est- c'est complètement contre-intuitif, mais faire des exercices qui sont pas anxiogènes, ça sert à rien. Faire des exercices qui ne te mettent pas dans le doute, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu peux aller jouer au bridge avec tes amis. C'est faire des exercices qui sont anxiogènes, qui sont inconfortables. Peut-être pas très inconfortables et très anxiogènes au début, mais au moins un peu. Tu sais, c'est un peu une métaphore sportive, c'est no pain, no gain. Hein. S'il n'y a pas de douleur, s'il n'y a pas d'effort, s'il n'y a pas de sueur, bah, tu sais, il ne va pas y avoir beaucoup de construction musculaire qui va se faire. En revanche, si tu fais des exercices qui sont anxiogènes, tu vas sentir que ton mental devient plus fort, pour filer l'analogie sportive. Tout à fait. Ben, pour filer cette analogie, c'est vrai que les muscles se construisent lorsqu'on les met en état de stress, en allant soulever plus que ce qu'on Exact. aurait soulevé auparavant. Et c'est comme ça qu'on reconstruit du muscle. Donc on peut voir aussi, comment je pourrais dire, on peut voir aussi, si on peut parler de force mentale, on peut voir aussi que cette force mentale, elle se développe à force de soulever plus lourd et plus lourd et plus lourd. Exact. Exact. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir on a des fois de très bonnes surprises, c'est-à-dire des gens qui se sentent très faibles face au TOC, mais qui, quand elles sont bien accompagnées, quand elles font ce qu'il faut, etc., finissent par être des brutes épaisses, en quelque sorte, tu vois, d'être vraiment de très bien tolérer l'anxiété, etc., parce qu'elles ont construit cette capacité-là, cette compétence-là, Et ouais, c'est vrai que comme parfois, pour le sport. on est agréablement surpris de voir telle personne qui vraiment se dépasse plus que ce qu'on aurait espéré nous-mêmes, même si Tout à fait. évidemment, on espère énormément dès le départ, on croit vraiment aux personnes qu'on accompagne. Il y a des moments aussi de doute et on peut se dire bah, Bien sûr, où est-ce qu'on va aller, comment est-ce que ça va avancer. bien sûr. Et on est surpris et ça fait partie aussi de ce qui est vraiment gratifiant dans notre travail de voir les résultats que les personnes peuvent avoir. Tellement, hein. Ouais, ouais, tellement, tellement. Hein. Je pense qu'une personne qui va mieux, tu sais, des fois, on a des gens en arrêt de travail depuis des années, en arrêt maladie, tout ça. Bon, ils retournent au travail, reprennent une vie normale. Pour nous, c'est tellement, tellement gratifiant. Là, on s'en fout un peu de ce que dit Freud, de notre désir de guérir les autres. Hein. C'est vrai, c'est bien vrai. Bon, petite balle perdue pour Freud au passage. Ouais, ouais, ouais. Une de plus, une de plus. Moi, j'avais un autre point aussi pour répondre à cette Ouais. question, à partir de quand on sait que l'intervention va fonctionner. Alors, c'est pas universel dans le sens où il y a des personnes qui ont déjà ça dès le départ, et pour les personnes qui l'ont pas dès le départ, ça va être quand la personne se met à se rendre compte que ce que lui raconte son TOC n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ce qu'on Mhm. appelle développer une métacognition, quand la personne commence à repérer, ce qui n'est pas sans lien d'ailleurs avec la diffusion dont on a aussi parlé, à repérer que mon TOC me dit que il va se passer ça et ça, mais qu'en réalité, ben, c'est un trouble psychologique, c'est un filtre cognitif qui me fait croire qu'il y a tel danger, alors qu'en fait, ben, l'alarme est largement déréglée et qu'elle sonne peut-être à 10 sur 10, alors qu'elle pourrait sonner à 1, si ce n'est 0 sur 10. Et ça, quand on a ce basculement-là, que la personne elle commence à prendre ce recul-là, ben, on sait qu'on est un peu, que les pensées sont un peu décollées et qu'on va pouvoir travailler avec ça. Ouais, j'en profite, Lucas, pour rebondir sur ce que tu dis. Je ne veux pas perdre les personnes qui vont écouter ce qu'on raconte aujourd'hui, mais depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'EPR, l'exposition avec prévention de la réponse. Il se trouve que ici à Montréal, depuis les années 90, début des années 2000, il y a un nouveau traitement du TOC qui existe. Je pense que en France, à mon avis, ce n'est pas encore arrivé, mais qui s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale basée sur les inférences. Et c'est un traitement qui est 100% cognitif du TOC. Alors, c'est
extrêmement surprenant pour nous qui travaillons sur les TOC depuis quelques années, parce que ce qu'on apprend quand on commence à travailler sur les TOC, c'est que finalement, notre traitement, il est à 90 ou 95% comportemental, hein. Je veux dire, faire des expositions, etc., c'est purement comportemental. Et là, la TCC basée sur les inférences, c'est 100% un traitement cognitif, ce qui est extrêmement surprenant. Et le prérequis, enfin le point de départ, c'est de dire, ben, si le patient arrive à déconstruire son doute cognitivement au point de comprendre que c'est une construction qui n'a aucune utilité, aucun intérêt, aucune véracité, le TOC s'effondre. Alors, je ne peux pas t'en parler beaucoup plus que ça parce que moi, je collabore avec le Centre d'études cliniques sur les TOC ici à Montréal et je vais commencer à me former sur ce nouveau modèle, mais on pourra en reparler éventuellement. Peut-être ça fera l'occasion d'une autre rencontre entre nous. Mais pour dire que c'est cette même idée que on va déconstruire la relation au mythe initial pour nous aider à voir qu'en fait, dit un peu brusquement, c'est de la bullshit, quoi. Ouais, tout à fait, ça rejoint ce qui a été dit juste avant. C'est un modèle aussi que je connais de loin. J'aimerais me former à ce modèle-là. Alors, tu me diras peut-être après, quand on aura fini, s'il y a des possibilités pour se former. Ça pourrait être intéressant. Et de ce que j'en ai compris, là où c'est différent des approches cognitives plus classiques sur les TOC, c'est qu'on ne va pas chercher à changer la pensée, à prouver au TOC qu'il a tort. On va plutôt, tu me diras si je me trompe, repérer quand est-ce que le doute est arrivé dans le raisonnement de la personne, à quel Exact. moment on peut le repérer pour éviter de s'engager dans des ruminations qui vont s'avérer contre-productives. Oui, oui, d'ailleurs, tu sais, ça me fait penser à quelque chose, c'est que malheureusement, quelque chose qu'on entend très souvent, euh, que les patients nous rapportent, quand ils consultent un professionnel qui n'est pas spécialisé dans le traitement des TOC, mais qui au demeurant fait de la TCC, on va lui faire les colonnes de Beck, hein. Et là, je te vois acquiescer parce que tu as entendu ça probablement toi aussi des dizaines de fois. Donc, les colonnes de Beck, c'est quelque chose qu'on utilise en thérapie cognitive pour restructurer les pensées. Et dans le TOC, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et en fait, les gens s'enfoncent en fait d'en vouloir prouver que le TOC a tort, que cette pensée a tort, etc. Et c'est une erreur très fréquente dans le traitement des TOC que malheureusement on entend et souvent. Donc, si vous avez un thérapeute dont l'intervention, c'est de trouver des pensées, repérer les pensées automatiques, trouver des pensées alternatives, etc., je mettrai un petit bémol sur ce qui est en train d'être fait en thérapie parce qu'il est bien possible que ça soit vraiment très inefficace. Parce qu'en fait, ça revient. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Lucas, tu vas me dire, mais en fait, ça revient à ruminer les obsessions. Ouais, tout à fait. Ce Bah, que les gens font déjà très bien tout seuls. exact. Bah, j'allais te relancer sur qu'est-ce qui fait, à ton avis, que ça ne fonctionne pas. Moi, à mon avis, hein, je donne déjà un point de vue là-dessus, c'est que le TOC, on dit parfois que c'est la maladie du doute. Si on cherche à prouver en quelque sorte à 100% au TOC qu'il a tort, il va toujours réussir à s'immiscer et à aller trouver quelque chose qui va vous présenter sous l'angle de oui, mais est-ce qu'il n'y a pas 1% de chance que quand même ce soit comme ça? Et là, quand on rentre dans cette bataille-là avec le TOC, il trouve toujours un moyen de vous faire douter. Et à mon avis, c'est pour ça que la restructuration cognitive fonctionne assez peu, voire pas du tout, comme tu semblais le dire, avec les personnes qui souffrent de... Ouais, ouais, je suis à 120% d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a une phrase de Jonathan Grayson que j'aime beaucoup dans son livre, je pense que ça s'appelle Free Yourself from OCD, donc libérez-vous du TOC. Il dit qu'on présente souvent le TOC comme la maladie du doute, et il dit c'est inexact. En fait, c'est la maladie de toujours chercher à se débarrasser du doute. Oui, exact. Ça, c'est comme une petite précision, mais que je trouve intéressante. Et tu as tout à fait raison. Et la restructuration cognitive, ça va être ça, en fait. Ça va être, on va chercher à éliminer le doute, à contester le doute, à ramollir le doute, tout ce que tu veux.
Et en fait, on tombe en plein dans dans les compulsions, quoi, puisque ça devient une compulsion en vérité. Donc Mm. très inefficace la plupart du temps. Ouais. Donc, dit autrement, c'est plutôt la recherche de certitude à 100% qui va poser problème. Un exemple Bien qui me sûr. vient, là, du talk d'homosexualité, quelqu'un qui va vouloir se prouver à 100% qu'il est bien hétérosexuel. Bah, il faut se lever de bonne heure, hein, parce qu'il n'y a pas de preuve à 100% de ça, Exact. ni émotionnelle, ni comportementale, ni quoi que ce soit, en fait. Et il va falloir accepter, dans ce cas-là, qu'on est sûr qu'à 99%, entre guillemets. Exact. Et que nous vivons tous très bien avec, qu'on soit hétérosexuel ou homosexuel, peu importe, parce que ça peut se produire dans les deux sens. Mais finalement, on vit très bien avec oui, le fait qu'on est à peu près sûr, mais bon. Bien évidemment. C'est important de le rappeler aussi, hein. J'ai pris l'exemple, bien sûr, le plus fréquent qui est le talk d'homosexualité, mais il pourrait même Ouais, exister ouais, le talk de est-ce que je suis pas hétéro, finalement. absolument. On le voit parfois dans l'autre sens, ou est-ce que je suis pas pédophile, ou est-ce que je suis pas quelqu'un qui pourrait tuer ses proches, quelqu'un de violent, enfin bon. Toutes les variations sont possibles. Yes. Bon, super. Alors, peut-être, rappelle-moi combien de temps il nous reste, là, avant que tu dois retourner au travail. On est bien au niveau du temps. Il est 1h15 ici à Montréal, donc on est, euh, Ok, ok. on est confortable. Alors, je regarde si j'ai un axe intéressant à aborder. Alors, peut-être qu'on l'a déjà un petit peu dit, mais à ton avis, quels sont les mécanismes clés indispensables pour obtenir des progrès durables dans les talks? Écoute, je pense que ça recoupe pas mal des points qu'on a nommés, hein. Tu sais, je pense avoir parlé de les exercices, la prévention de la réponse, l'attitude. Je pense que ça, c'est des points clés. Après, je sais pas si dans ta question, tu impliques les mécanismes au sens psychologique, à savoir que, tu sais, il y a comme des écoles de pensée différentes. Je sais pas si du tout, tu me diras si tu veux qu'on aille là ou pas, mais il y a des écoles différentes de pensée au sein de l'exposition avec prévention de la réponse. On peut dire, bon, on fait toujours la même chose, oui, mais les mécanismes explicatifs qui sont derrière sont pas forcément les mêmes. Par exemple, il y a le modèle, le vieux modèle par habituation, c'est-à-dire que quand on s'expose, en fait, on fait quoi? On attend que quand on est exposé suffisamment longtemps au même stimulus, l'anxiété finisse par redescendre. Et c'est ça l'habituation, c'est-à-dire que quelque part, on épuise la peur à force de se reconfronter au même stimulus. Il y a un deuxième modèle qui est beaucoup plus récent, qui est issu des travaux de Kraski en Californie, qui est de l'apprentissage par inhibition. Donc, ce modèle dit que ce n'est pas l'habituation, c'est-à-dire c'est pas la disparition de l'anxiété qui est importante, c'est le fait de, quand je m'expose, j'apprends quelque chose de nouveau, je renforce ce nouvel apprentissage et il finit par supplanter l'apprentissage initial. Donc, que par exemple, toucher les portes, pas toucher les poignées de porte, c'est dangereux, ça va avoir des conséquences catastrophiques. Bon, ben, quand j'ai touché 50 poignées de porte, j'ai un apprentissage que en fait c'est tout à fait banal. Donc cet apprentissage vient supplanter celui-là, mais ne le fait pas disparaître. Et il y a un troisième modèle qui est maintenant très très à la mode et que je me prive pas d'utiliser, puis je pense toi aussi vu comment tu en parles, qui va mettre l'accent sur l'intolérance à l'incertitude. Hein, et que le fait de quand on s'expose en fait, ce qu'on fait c'est on apprend à tolérer l'incertitude. Modèle avec lequel, par exemple, la TCCBI, donc la TCC basée sur les inférences, n'est pas d'accord. Puisque dans la TCCBI, l'incertitude, en fait, est construite et elle n'a aucun intérêt. Mais bon, voilà, je ne veux pas détailler plus, mais juste pour parler des mécanismes en quelques mots, je dirais ça rapide. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question, Lucas, ou si tu le voyais plus d'un point de vue clinique que processuel. Non, bah c'est très intéressant en fait, là, la question que tu poses en fait, une question très importante, et les chercheurs sont dessus sans doute depuis des années, hein. C'est qu'est-ce qui fonctionne vraiment dans l'exposition en fait. Parce qu'il faut que ça fonctionne, mais on ne sait pas comment ça fonctionne, donc tu as donné trois hypothèses. Peut-être je vais m'attarder un peu plus sur la deuxième, il me semble qu'on a moins l'occasion de l'aborder, ou en tout cas je Ouais. l'entends. Bon. Alors je ne sais pas comment ça se traduit en français, moi quand j'en parle, je dis que c'est la violation des attentes. Alors je crois que c'est appelé Oui,
c'est Ça sonne pas bien, mais c'est comme ça que c'est traduit. on fait ça, violation des attentes. Donc Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on peut ajouter à l'exposition, qui peut être ouais, intéressant, c'est de dire avant une exposition, qu'est-ce que je m'attends qui va se passer? exact. Parce que c'est très, très français dit comme ça. Qu'est-ce que mon TOC prévoit qu'il va se passer à ce moment-là? Et je peux le noter sur papier, faire l'expérience comportementale de donc faire l'exposition et repérer si mon attente a été confirmée ou si elle a été euh, infirmée. Voilà. Tout à Et ça fait. permet aussi de faire une sorte de restructuration cognitive, on peut dire, mais par l'exposition. Voilà. Donc, par l'expérience, ce qui est beaucoup plus puissant. Ouais, Exactement. Et donc ça, on peut postuler que ça va agir aussi sur le TOC. On peut postuler que c'est pas suffisant parce que le doute pourra toujours trouver une raison de douter en disant oui, mais cette fois-là, c'est différent. En tout cas, voilà, c'est des choses qui peuvent aider certaines personnes. Sans tout faire à de la fait. recherche, c'est difficile de distinguer ce qui fonctionne vraiment. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes que ça a vraiment aidé, d'autres, ça leur parle moins, mais c'est vraiment du cas par cas. Oui, en fait, on peut l'utiliser. Alors, tu as 100% raison, la violation des attentes, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ce modèle. Mais enfin, il y a d'autres, il y a peut-être d'autres points aussi qui sont très importants. Ce modèle dit aussi que on n'est pas obligé, comme dans le modèle par habituation, de faire des expositions progressives et graduelles. Pourquoi? Parce que il semble, en tout cas quand Kraski a étudié les phobies notamment, ben, en vérité, tu peux passer d'une exposition avec un exercice qui est difficile à 3 sur 10, et puis après faire un exercice à 9 sur 10, puis 4 sur 10. Pourquoi? Parce que le processus à l'œuvre qui est surtout important, c'est donc le fait de créer un nouvel apprentissage et le fait de voir que, en fait, je suis beaucoup plus capable de tolérer l'anxiété que ce que Exact. je me pensais capable. Et donc ça, c'est un modèle qui est intéressant, qui peut changer un peu la façon de faire les expositions, mais en vérité, bon, c'est vrai je veux dire, dans la pratique clinique avec les personnes qu'on reçoit, ça fait pas des différences énormes. Je veux dire, si quelqu'un travaille avec le modèle par habituation, ça va très bien aussi. Ouais. Je suis même pas sûr que ce soit dans la pratique aussi distinct que ça, qu'il y ait Ouais, un je suis modèle d'accord. sur l'autre. C'est plutôt un mélange, en fait, même des trois Je suis tout à hypothèses fait d'accord. que tu as données, hein. Je travaille avec les trois sans me Voilà. positionner sur, tiens, c'est celle-là la meilleure. Voilà, à ce Ouais. stade, on sait que les trois peuvent être pertinentes. Alors, on utilise tout ce qui est Ouais. pertinent, mais il y a certains patients qui vont un peu plus réagir à un modèle d'exposition un peu plus classique, d'autres où il va falloir aller chercher, comme on l'a dit, de la modulation des attentes ou d'autres paramètres. Dans tous les cas, voilà, c'est comme Ouais. ça. Si tu permets que je rajoute une dernière petite chose, c'est aussi le modèle donc de Kraski encourage aussi à faire beaucoup varier les contextes d'exposition. Parce que tu vois, par exemple, et ça par contre, c'est très utile cliniquement, je crois, il y a des gens qui vont ne pas faire suffisamment varier le contexte horaire. Vraiment, ils vont faire leurs expositions, mais c'est tous les jours à la même heure. Ouais, Or, si on veut des effets de généralisation maximale, il va falloir le faire le matin à 8 heures, à midi, à 18 heures, à 20 heures, peut-être pas trop près du coucher non plus. Euh, mais faire varier donc les contextes externes, les jours de pluie, l'horaire, on l'a dit, les jours où il fait beau, les jours où il fait pas beau, et aussi, très important et souvent oublié, je crois, le contexte interne. C'est-à-dire que tu dois faire des expositions les jours où tu te réveilles, tu as la patate, tu es en pleine forme, mais peut-être aussi les jours de merde. Les jours où tu te réveilles, tu es plus angoissé, plus fatigué, parce que tu augmentes ces effets de généralisation de voir que même ces jours-là, tu continues à être proactif et même en étant fatigué, je construis cette compétence à tolérer l'anxiété et le doute. ouais. Donc effectivement, tu vois, je crois que ça appuie ce que je disais juste avant, c'est que j'ai même du mal à me rappeler dans quel modèle on mettait l'accent sur la généralisation des acquis. Moi, c'est quelque chose que j'ai intégré à ma pratique, je ne sais même plus vraiment Ouais, d'où ça vient, mais sans doute que ça vient de ce modèle-là plus je particulièrement. pense, Et voilà, je la pense. question super importante, tu n'as pas dit explicitement aussi de varier les lieux d'exposition. Très Oui, les important. lieux, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'était peut-être implicite hein, dans ta réponse, évidemment. Ouais, 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 tout à fait. Varier tous les paramètres qui vont jouer. Est-ce que je m'expose seul? Est-ce que je m'expose en présence de quelqu'un? Est-ce que je m'expose, comme tu l'as dit, le matin, l'après-midi, etc.
Et voilà, ça c'est intéressant aussi en exposition de se rappeler qu'on va varier un maximum tous les paramètres. C'est comme ça que le cerveau va apprendre que bah oui, je suis capable de faire face dans tout type de situation. Tout à fait, tout à fait. Yes. Ok, donc ça, on l'a traité. Est-ce qu'il y a un point sur lequel tu voulais revenir là-dessus? Écoute, a priori, je crois pas, Lucas. Je pense que ça fait, enfin, ça fait le tour. Non, ça fait clairement pas le tour, mais tout ce que j'avais à dire là, comme ça, à la volée, je crois que oui. Ouais. Alors il y a un point peut-être qu'on n'a pas encore abordé, moi qui me paraît aussi intéressant. Tu l'as abordé quand même au début implicitement. C'est simplement la question de la motivation. Alors, ça peut Ouais. paraître étrange dit comme ça, quand on souffre de TOC, on pourrait se dire on est forcément motivé à fin G parce que c'est un enfer. Bah, il se trouve que quand on pose la question de quelle vie est-ce que vous voulez, il me semble que c'est vraiment important d'avoir une vision assez nette de qu'est-ce que je veux dans ma vie, au-delà des TOC, parce que ça va construire un pourquoi fort qui va justifier Hmm. euh, de souffrir, entre guillemets, pendant les expositions, de se mettre dans des situations inconfortables. Parce que si on n'a pas un pourquoi, bah, le cerveau risque vite de dire c'est inconfortable, j'arrête l'exposition. Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Je sais pas si tu voulais rebondir aussi là-dessus. Non, je suis. Putain, je pourrais vraiment pas être en désaccord avec ça. Je pense que c'est important. Euh, donc, ça peut être un objectif, c'est quelque chose que je veux atteindre. Euh, mais je crois que ça peut être aussi un autre type d'objectif. Et j'ai lu ça il y a déjà quelques temps chez quelqu'un qui s'appelle Shannon Shai, qui est, je crois, un ancien avocat et qui a écrit un excellent livre en anglais qui s'appelle Turning Points et qui dit, moi, comment j'ai réussi à surmonter mon TOC, c'est avec une posture de guerrier. La boxe, les guerriers, la musculation, on est beaucoup là-dedans aujourd'hui. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est juste pour expliquer. Euh, et il dit, en fait, je ne laisserai pas ce truc me voler ma famille et ma vie de famille. Tu vois, je ne laisserai pas le TOC me prendre mes moments avec mes enfants, avec ma conjointe, nos repas de famille, etc. Ça rejoint ce que tu disais, hein, mais c'est pour dire que ça peut être aussi utile d'être sur un mode de euh, ça ne passera pas. Je me laisserai pas voler ma propre vie et ce que je chéris le plus. Ouais, exactement. Bah, c'est complémentaire, hein. Ce que j'exposais, c'était plutôt je veux aller vers telle vie, mais ça peut très Ouais, bien être un énorme ras-le-bol aussi, ouais. qui peut donner la force de remonter. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est utile souvent au début de l'intervention d'introduire tu sais, des exercices un petit peu bon, motivationnels, comme de réfléchir à ce que le TOC vous a coûté, comme financièrement, mais aussi dans vos relations, au travail, peut-être des postes que vous avez refusés parce qu'il y avait ceci, parce que ça y avait dans votre vie amoureuse, de faire un peu ce portrait de qu'est-ce que ce truc a eu comme impact dans ma vie. Et je pense que c'est bien de mener cette réflexion-là. Des fois, pour certaines personnes, le fait de voir que j'ai dépensé, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros ou des années, mettons, à me laver les mains ou à me faire des blessures même physiques, parce qu'il y a des gens qui ont des tocs de contamination qui se lavent tellement les mains, qui ont la peau complètement abîmée, avec les questions que ça peut, ah, qu'est-ce qui t'arrive, machin. Ben, tout ça, ce sont des coûts, en fait, auxquels je pense il est bon de réfléchir. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, un travail motivationnel. Donc là aussi, il y a des outils en acte qui sont très pertinents pour ça, qui Oui. permettent d'approfondir ces questions-là. J'avais une autre question aussi par rapport au travail sur les TOC. Est-ce que, plutôt, je dirais, pourquoi, à ton avis, est-ce que vouloir faire absolument parfaitement le travail sur les TOC, ça peut devenir contre-productif? C'est une très bonne question. Puis, je pense parce que c'est inhérent à ce qu'est comme fondamentalement le TOC. Euh,
à savoir le doute, puisque c'est pour moi enfin, franchement pour tout le monde, le symptôme cardinal du TOC. Et parce que toute forme d'absolu va juste replonger dans le doute. En fait, donc faire la thérapie parfaite, l'exercice parfait, vouloir être sûr qu'on va guérir, en fait, on saute à pieds joints dans cette quête impossible d'arriver à une certitude totale. Et ce qui est très intéressant dans le TOC, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est un trouble aussi fascinant, évidemment ça change de thème, ça je pense qu'on ne l'a pas dit, mais on le sait. Et des fois, c'est assez incroyable, c'est comme si la maladie s'enroulait sur elle-même et je finis par douter du traitement que je fais. Ou, tu sais, ce qu'on appelle les méta-TOC, je doute que j'ai un TOC, ou etc., etc. Et on voit que ce truc se déploie à l'infini, en fait. Donc, enfin, je sais pas si ça répond à ta question, Lucas. Je vais écouter ta réponse aussi. Mais pour moi, je pense que c'est ça le processus qui est à l'œuvre. Ah, c'est intéressant. Je serais arrivé au même endroit, mais peut-être avec une porte d'entrée différente sur cette question-là. C'est que il y a une comorbidité qui est fréquente dans les TOC, qu'on appelle la personnalité obsessionnelle compulsive, qu'à mon avis, on devrait plutôt appeler la personnalité perfectionniste, mais ça, c'est encore un autre sujet, parce Ouais. que dans ce diagnostic-là, c'est beaucoup plus le perfectionnisme, en fait, qui est central et qui est problématique que des obsessions ou des compulsions, ce qui induit d'ailleurs une confusion avec le TOC. Ah, tout à fait, ouais. Ouais. Et, alors, on parlait tout à l'heure d'approche catégorielle. Donc, l'idée, c'est que peu importe qu'on ait cette comorbidité ou pas, les personnes qui souffrent de TOC, en moyenne, auront tendance à être plus perfectionnistes que la moyenne de la population. Je pense que tu seras d'accord avec ça. Et donc, ça peut se retrouver dans le travail d'exposition pour les TOC. Les personnes vont vouloir le faire parfaitement, vont craindre que si je le fais pas parfaitement, ça va pas fonctionner. Donc là, on rejoint effectivement la question du doute, hein. On retombe sur nos pattes. Et de plus, vouloir faire quelque chose parfaitement, comme vous le savez, ça nous amène à mettre une pression excessive, ça va générer de l'anxiété. Donc en fin de compte, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Quand il y a plus d'anxiété, ça peut alimenter les TOC, ça peut alimenter la procrastination aussi, ce qui fait qu'on va remettre à plus tard les exercices. Et donc dans ce cas-là, ben, alors vous l'avez compris, ça va être contre-productif. Tu vois, j'arrive un peu au même endroit, mais peut-être pas au... Exactement. Tu passes par une autre porte, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Il y a un très bon livre de Vincent Tribou que je recommande sur le perfectionnisme, un livre qui s'appelle Trop perfectionniste, manuel pour les accros du détail. Toutes les personnes qui nous regardent, qui souffrent de perfectionnisme, allez lire ce livre, il se lit facilement, c'est plein de conseils pratiques, moi je le recommande systématiquement. Tout à fait. Merci pour les références bibliographiques. Je vois que tu as une bibliothèque bien pleine. En plus, là, celle-là, elle est en français, alors que les livres précédents, c'était en anglais, je pense. Ouais, ouais, ouais. Mais en vivant en Amérique du Nord, c'est sûr qu'on est, même si je suis au Québec, mais je lis beaucoup en anglais, ouais, effectivement. On devient bilingue plus facilement. Ouais, ben là, tu veux pas m'écouter parler anglais, sinon tu vas comprendre que je suis pas du tout bilingue. On va éviter. Mais pour lire, Pour ça moi, va. il vaut mieux éviter. Ok, donc ça, c'était une question intéressante à traiter. J'en avais une aussi sur le paradoxe de l'évitement émotionnel. Tu avais fait une vidéo sur le paradoxe de la relaxation, comme tu l'as appelé. Mettant Ouais. en avant que la relaxation, trop souvent, était utilisée comme un évitement, comme une façon de réduire son anxiété, et qu'en faisant ça, même si généralement c'est une technique qui est mise en avant en TCC, donc a priori ça ne devrait pas faire de mal, bah, faire trop de relaxation pour réduire l'anxiété, ça peut finir par la renforcer. Est-ce que ça te dit peut-être de nous en dire un petit peu plus et qu'on comprenne pourquoi c'est comme ça? En fait, je veux dire, l'absolu de la réaction parfaite. Et je sais que des fois dans mes vidéos, je mets un peu trop l'accent dessus, etc. Mais en fait, la meilleure chose à faire contre l'anxiété, c'est de ne rien faire. Et c'est super dur. C'est la chose la plus difficile. C'est ça que je veux toujours commencer par dire. Donc,
dès que l'on fait quelque chose avec l'intention, et vraiment c'est le mot que les gens doivent comprendre, c'est le mot d'intention. Dès que j'utilise une technique, quelle qu'elle soit, même si c'est une bonne technique, mais avec l'intention de contrôler l'anxiété, de faire disparaître l'anxiété, je suis, je commence à m'éloigner de cet absolu qui est de ne rien faire. Et ça commence à poser des problèmes. Le problème principal, c'est par exemple le renforcement négatif. Hein, c'est-à-dire que je finis par me convaincre que j'ai absolument besoin de cette technique pour m'en sortir. Alors qu'en vérité, l'anxiété n'a pas besoin d'être combattue ou éliminée. Elle s'éteint d'elle-même si on ne fait rien. Je sais que c'est hyper difficile. Aujourd'hui, pour être honnête avec toi, Lucas, si je refaisais cette vidéo, peut-être je serais un peu plus nuancé, j'apporterais un petit élément de nuance et je dirais et c'est ce que je fais aujourd'hui quand je vois des gens, je dis, mais si tu es anxieux à 8 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10, je sais très bien que tu n'arriveras pas à rien faire. C'est trop dur. Et si j'étais à ta place, je n'y arriverais pas non plus. Fais ta relaxation à ce moment-là. Il n'y a pas de problème. OK? Parce que c'est comme, tu es submergé, donc on ne veut pas être cruel. Comme, je sais que tu n'y arriveras pas, et c'est pas grave. Nous, en thérapie, on va travailler sur des choses qui sont, pour commencer, pour construire ta capacité à ne rien faire quand tu es anxieux, on va travailler sur des choses moins difficiles. Et puis, quand tu as des journées creuses, un 9 sur 10, fais ta relaxation, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas le but final, tu vois. C'est comme l'intention, c'est laisse ton anxiété être là et vis ta vie avec elle, mais pas contre elle. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça clarifie ce que. Pour moi, c'est très clair. Je vais peut-être tenter de reformuler avec d'autres mots. Ce que tu dis, c'est que le plus important, c'est l'attitude. On rejoint presque Tout à fait. ton premier propos aujourd'hui, Tout à fait. l'attitude. Néanmoins, ce que tu as précisé, c'est que cette attitude, on ne peut pas toujours l'adopter. Il y a des moments où c'est trop difficile, notamment au début de la prise en soin, des moments où on ne se sent pas encore capable. Et peut-être qu'on n'en a pas beaucoup parlé d'ailleurs aujourd'hui, peut-être un petit peu au début, c'est que c'est vraiment progressif l'exposition. Donc ça veut dire qu'on peut se mettre d'accord dès le départ, ou quelques séances généralement, sur, OK, il y a grosso modo trois zones. Il y a une zone de confort, qui peut être inconfortable dans un sens, mais ce sont des choses qu'on part bien déjà à faire. Une zone intermédiaire, qui serait une zone orange, si on devait donner une couleur, où je sens que je peux y arriver, si je suis dans les bonnes conditions, si j'ai les bons outils. Une zone rouge, qu'on peut appeler zone de panique, où là, ça va être un petit peu compliqué de s'y mettre tout de suite. Donc on va viser plutôt de consolider la zone verte, donc la zone de confort, de d'aller vers la zone orange pour se challenger, continuer à monter des marches, et aussi pour élargir cette zone orange, qui petit à petit va prendre plus de place, et la zone rouge va se rétrécir. Donc ce qui était avant du 8 sur 10 va sans doute devenir du 6 sur 10 au fur et à mesure. Et là, on pourra ne plus faire la relaxation, puisque comme tu l'as dit, ça peut avoir des effets néfastes. Bah écoute, tu vois, j'avais jamais pensé à l'expliquer comme ça, mais je pense que c'est très très bien expliqué. Avec juste, tu sais, je ferai une petite pondération, mais c'est juste pour être cohérent avec ce qu'on a dit précédemment sur le modèle de Kraski, que parfois, c'est OK aussi de travailler sans le côté progressif. C'est comme pour rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, et ça semble être très efficace aussi. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Dans la pratique clinique quotidienne, bien souvent, on reste quand même sur le côté progressif. Ouais, ouais, bah, tu fais bien de le rappeler. C'est vrai qu'en théorie, il y a des méthodes, je crois qu'on doit appeler flooding ou peut-être immersion en français, je suis même pas Ah oui, sûr. alors oui, oui, ça c'est encore autre chose. Ouais. Ça, on Encore fait autre plus ça chose. aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça c'est encore autre chose. Ouais, 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 tout à fait. Ou C'est ça. t'as peur d'être enfermé, on te met dans un ascenseur et tu fais 50 étages. Mais il y a un Ça, exemple comme ça dans le livre de c'est vrai Birds. que Ouais, c'est pardon. pas efficace et pas forcément éthique non plus. Ouais, ouais, Ce que tu compliqué. mettais On en fait plus avant, ça aujourd'hui. c'était quoi exactement? Tu pensais, est-ce que tu as un exemple à nous donner Par rapport à quoi, Lucas? par rapport à ce que tu disais sur le fait que ça n'a pas forcément à être progressif, même si Ah oui. bon, ça l'est souvent. Ben, ce que dit Kraski, c'est que tu peux.
faire ta liste d'exposition qui est une liste plutôt qu'une hiérarchie où tu as des exercices qui sont difficiles à 2 sur 10, 3 sur 10, 6 sur 10, 8 sur 10, 10 sur 10. Et ce que dit Kraski, c'est tout à fait OK de commencer par un exercice à 4 sur 10, le lendemain de faire un exercice à 8, puis le surlendemain un exercice à 6, puis le jour d'après un exercice à 9, tu vois, où on perd le côté obligatoirement progressif. Hein. Voire même, elle dit, on peut tirer au sort l'exercice qu'on va faire ce jour-là. Pourquoi? Parce que, comme tu le disais précédemment, il y a la violation des attentes. La personne, par exemple, s'attend à être submergée en faisant un exercice à 9, et au fond, elle réalise que bah, non, elle a très bien toléré l'anxiété, etc. Et le fait qu'il y ait cet élément de surprise est très thérapeutique. Elle Ouais. Ce qu'on pourrait appeler une rupture de pattern, peut-être, dans d'autres approches. Peut-être, ouais, effectivement. On Ouais. passe complètement la dimension prévisible de l'exposition progressive. Donc, ça peut avoir Voilà. un intérêt. Alors, Ouais. intéressant. Merci de me rappeler ça, parce que j'avoue que ça, je l'avais plus en tête. Et il faudrait voir en pratique comment on peut mettre ça en place. Je serais curieux d'en discuter un peu plus en détail plus Ouais, tard. avec le. Ouais, bon, je vais pas rebondir sur ça parce que c'est long. Vas-y, si tu veux Mais revenir oui. une fois, c'est Non, non, je disais qu'avec le Centre d'études cliniques sur les TOC à Montréal, il y a une étude qui est menée par Frédéric Ardema, qui est le fondateur, le cofondateur de la TCCBI qu'on évoquait tout à l'heure. Et on fait des thérapies pour les TOC et c'est le modèle qu'on utilise. Hein. Le modèle de Kraski. Et donc, les personnes choisissent leurs expositions sans nécessairement respecter le côté progressif. Mais voilà, on va se garder ça pour une autre fois peut-être. Ok, ouais, bah, ça permettra de voir un petit peu comment ça marche, comment ça fonctionne, quels sont les résultats qu'on obtient, quelles sont les limites aussi de ce type d'approche. Tout à fait, tout à fait. Super. Bon, alors je vois que ça fait près d'une heure ou un peu moins d'une heure, je sais pas qu'on est ensemble. Euh, J'essaie de voir ce qui serait pertinent là pour conclure. Alors la dernière partie dont on avait parlé tout à l'heure, on va peut-être la zapper, en tout cas pour nous, pour aujourd'hui, ce sera plus simple. Peut-être une autre pour une autre fois. Potentiellement pour une autre fois, ouais. Ouais, peut-être une question encore intéressante. Pourquoi, à ton avis, ou plutôt de ta pratique, certaines personnes font tout bien en apparence, mais malgré tout stagnent et ne parviennent pas à avancer? Bon, il y aurait plein de réponses. Hein, on ne fera jamais le tour de ça. C'est une question vraiment super intéressante, mais très complexe. Je dirais la chose, les 3-4 choses les plus importantes auxquelles je pense, c'est ce que tu as bien précisé dans ta question en apparence. Et donc, bien souvent, il y a des compulsions mentales. Donc, en apparence, la personne fait ses exercices d'exposition et elle pratique la prévention de la réponse. En apparence, regarde, j'ai eu l'exemple ce matin même. Je fais un exercice avec une dame, elle doit toucher une poignée de porte et on fait dans le couloir là, de mon bureau, on touche toutes les poignées de porte. Et on fait un CVV, donc cheveux, visage, vêtements, on touche. Okay, elle fait ça, elle en fait une, deux, trois, quatre. Et comme je sais que les compulsions mentales peuvent être un piège, je lui demande comment ça se passe pour toi et qu'est-ce que tu te dis. Et là, la dame me dit, je suis en train de penser au moment où je vais me doucher tout à l'heure. Eh ben, ça, par exemple, si on ne le repère pas et si on ne dit pas, ah, attention, ça c'est une compulsion mentale, parce que tu penses déjà à te soulager. Donc tu penses en fait à échapper à l'anxiété mentalement en te douchant. Et donc tu n'es pas censé faire ça. Sinon tu sabotes, tout à fait involontairement bien sûr, l'exercice. Donc compulsion mentale, grosse chose à garder en tête euh, pour nous thérapeutes, mais pour nos patients aussi. Euh, Trop grande accessibilité Alors, dans les taux de contamination, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, mais c'est la personne se trimballe partout du Purell, c'est du truc, du gel antibactérien. Et en fait, et tu dois toucher des trucs sales, mais c'est comme si tu sais que tu as le Purell dans le sac et que tu vas pouvoir te laver les mains tout de suite. C'est sûr que la tentation est trop grande et ça peut faire capoter le traitement. Bon, il y aurait plein de choses à dire de plus sur le plan clinique, mais
pour aller vite, un peu plus vite quand même. L'autre facteur, c'est, je pense que ça, il faut le dire très clairement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la plupart des personnes qui souffrent de TOC ont besoin d'antidépresseurs. Ça ne veut pas dire tous, ça veut dire la plupart. Quand l'anxiété est trop forte, quand la personne, malgré toutes les explications, malgré tous les exercices, n'arrive pas à ne pas compulser, on doit, nous, même si on est psychologue, on n'est pas, voilà, on n'est pas des spécialistes des médicaments, mais on doit dire aux gens, je pense que soit tu es sous-dosé, soit il faudrait que tu aies un antidépresseur. Et je sais que ça entraîne des tas de résistance, de peur, etc. Mais nous devons le prendre en compte. Le TOC est une maladie, certes, avec un côté cognitif, un côté comportemental, mais il y a aussi un côté biologique. Et ben, il faut le. Hein, c'est comme quand on a du diabète, quoi, on prend les médicaments. Et puis, ben, je crois que le TOC, des fois, doit être un peu pensé comme ça. On fait tout bien, mais on est sous-dosé. L'angoisse, ça nous monte jusque-là, on n'arrive pas à faire les exercices. Il nous faut un médicament ou la bonne dose du médicament ou un autre médicament. Et puis, il y a un dernier facteur pour, qui, je pense, est important, c'est la comorbidité. Hein, la comorbidité, alors il y a la comorbidité avec le TDAH, avec les troubles du spectre autistique, avec les troubles de personnalité aussi, où on voit des gens qui peuvent être en grande difficulté quand ils ont un TOC et un trouble de la personnalité. Là aussi, je ne vais pas détailler ça parce que c'est extrêmement compliqué, mais ça peut vraiment faire que le traitement est difficile. Donc, je te dirais, voilà, en somme, les facteurs principaux auxquels je pense, mais je serais très intéressé de t'entendre toi aussi là-dessus. Je ne sais pas si tu as d'autres idées, d'autres choses auxquelles tu penses. Tout à fait. Alors, bon, déjà, c'est une question large, comme tu l'as dit, on aurait pu Ouais, passer juste sur cette question. Euh, donc oui, alors toi, tu as dit compulsion mentale, besoin d'un antidépresseur et comorbidité. Donc déjà, je serais à 100% à tout ça. Peut-être même avant d'aller nécessairement vers la question de l'antidépresseur, peut-être même d'autres facteurs que je regarderai avant, même si ça arrive aussi qu'il y ait des personnes qui, déjà, quand elles viennent me voir, il y a déjà un antidépresseur, donc dans ce cas-là, c'est très bien. De toute façon, ça va être utile. Ce que j'irai chercher, alors la première chose qui m'est venue quand j'ai réfléchi à cette question, c'était comme toi, les compulsions. Donc, j'ai pas appelé ça compulsion mentale dans mon esprit, mais plutôt compulsion cachée, dans le sens où parfois il y a des compulsions, même si elles sont pas mentales, elles sont pas identifiées par le patient et souvent pas non plus par le praticien. Et dans ce cas-là, ça peut être compliqué d'avancer alors qu'il y a toujours des compulsions. Euh, Typiquement, ça peut être lié à l'accommodation familiale, c'est-à-dire, ouais, je pensais à ça en t'écoutant. tu l'avais aussi, qui vont s'accommoder, qui vont s'adapter au TOC et qui vont aller soit rassurer, soit faire les compulsions à la place du patient, donc Exact. des vérifications, des nettoyages surtout. Et ça, c'est quelque chose qui va renforcer le TOC parce que la personne n'est même plus en capacité de, de, de faire ce qu'elle a besoin de faire, puisqu'on s'adapte à elle. J'espère que je suis clair. Et donc ça, c'est un point vraiment à regarder. Parfois, c'est même utile d'ailleurs de discuter avec les membres de la famille, de voir qu'est-ce qui se passe exactement à la maison, quand c'est à l'abri du regard du psychologue. Et puis, autre point qui va avec, toi, tu as parlé des compulsions mentales. Je dirais qu'il y a des évitements mentaux aussi. Alors, je crois qu'on l'a dit précédemment hein, avec d'autres mots tout au long de cet entretien. Euh, voilà, si je m'expose, mais que je suis en train de me répéter sans cesse quelque chose, alors se répéter serait peut-être plutôt une compulsion d'ailleurs, mais si je suis en train d'essayer de penser à autre chose, alors là, on est Ouais, sur un évitement mental, on n'est pas non plus en train de s'exposer à 100%. absolument. C'est Absolument. un autre facteur qu'on doit tenter d'identifier, qui n'est pas forcément facile à identifier ni pour le psychologue, ni pour le patient. Et voilà, quand ça bloque, c'est des choses que j'ai tendance à aller voir. Autre point, bah, ça rejoint ce que tu disais sur les comorbidités. Une comorbidité très fréquente, peut-être même la plus fréquente, faudrait regarder, c'est la dépression. Donc, quand il y a de la dépression, il y a besoin de reprendre tous les piliers de l'hygiène de vie déjà. Peut-être de se poser aussi des questions sur est-ce que la personne vit une vie qui peut être épanouissante, qui a du sens pour elle,
Est-ce qu'elle a complètement perdu le sens dans son travail, dans sa vie en général? C'est des choses qui vont aussi beaucoup jouer dans la dépression, de ce que j'observe de mon côté. Et puis, euh, et puis au niveau de l'hygiène de vie, même s'il n'y a pas de dépression, je trouve ça toujours utile. Ça, c'est peut-être assez peu abordé, j'ai l'impression, en psychologie, Raison. de faire un petit audit sur OK, comment ça se passe au niveau du sommeil. Le sommeil, quand vous avez un mauvais sommeil, ça va jouer sur l'anxiété très, très vite. Comment ça se passe au niveau de l'alimentation? Comment ça se passe au niveau de l'exercice physique? Comment ça se passe aussi au niveau des relations sociales? De reprendre tous ces points-là. Voilà, c'est vrai que si ces points-là sont pas au beau fixe, c'est très compliqué d'avoir les ressources de pouvoir faire les expositions, de travailler sur les talks. Et puis peut-être un dernier point qu'on a aussi abordé, que je check à ce moment-là quand ça bloque, c'est est-ce qu'il y a vraiment un pourquoi fort pour pouvoir aller faire ces exercices-là? Parce que vraiment, en fait, pour pouvoir dépasser l'inconfort de l'exposition, il va falloir vraiment que j'ai une carotte qui me tient vraiment à cœur derrière. Ou alors, comme on l'a dit, un ras-le-bol énorme sur la situation actuelle qui devient insupportable. Souvent, il y a un petit peu des deux. Il va falloir un petit peu les deux, au moins des deux, on va dire. Ouais, enfin, moi, j'aime beaucoup ta réponse parce que tu as raison. Bah, tu as raison sur tout, hein. Euh, Tu sais, là, tu as parlé de l'accommodation familiale. Effectivement, c'est absolument majeur. Moi, c'est très régulier que je reçois, pardon, le conjoint, les parents, parce que la réassurance, la recherche de réassurance permanente, par exemple, ça, c'est des problématiques, les compulsions qui sont faites à la place de la personne. Et puis sur l'hygiène de vie aussi, toujours assez fascinant, même si c'est pas un traitement en soi-même de faire du sport. On est d'accord, faire du sport ne guérit pas des TOC. Mais faire du sport peut-être contribue à ce que l'angoisse soit moins forte, par exemple. Donc, tout ce qui est hygiène de vie, c'est absolument capital, hein. Je suis ouais, tout à fait d'accord avec ce que tu as rajouté. Ouais. L'exercice physique n'est pas un traitement pour les TOC, mais c'est un traitement pour la dépression, par Oui, exemple. tout à Et, fait. je me suis rendu compte que tu as donné beaucoup de références, donc je vais pouvoir conclure aussi avec une référence, en anglais aussi, Depression Cure de Stephen Ilardi, qui explique comment travailler sur la dépression, euh, aussi bien pour les professionnels de santé que pour les personnes qui souffrent de dépression, avec 6 piliers. Euh, bon, le sous-titre sur son livre, il dit sans antidépresseurs. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'antidépresseurs. Ça dépend des cas de chacun. Et en tout cas, ce qui m'avait marqué aussi dans ce livre, c'est que dans chacun de ces 6 piliers, il donnait des études en disant, tiens, ça a montré la même efficacité qu'un antidépresseur dans le traitement de la dépression. Si on accumule tous ces piliers, ah bah ça devrait être très efficace pour la dépression. Je fais, je fais un petit aparté là-dessus. Les 6 piliers, est-ce que je les ai les 6 en tête? Je vais tenter. Exercice physique, sommeil, exposition à la lumière naturelle, alimentation avec un appui particulier sur les oméga 3. Alors là, j'en ai 4. Relations sociales, et puis après, il y a un travail sur les ruminations quand même qui est quand même Ah, dans les psychologues. merci pour cette référence. Je ne connais pas ce bouquin, mais tu sais, moi, à chaque fois que j'ai parlé de la dépression sur ma chaîne, j'ai parlé de l'activation comportementale. Là, je pense on est en plein dedans. Ouais, mais je vais aller voir ça. Merci de partager cette référence. Avec plaisir, et juste pour conclure là-dessus, c'est que, alors c'est à mon avis quelque chose qui va s'appliquer à toutes les personnes qui ont des difficultés de santé mentale. Tu me diras si je me trompe, mais pour moi, le raisonnement, il est le suivant, c'est que ces piliers de vie sont essentiels pour la santé mentale en général, pas uniquement pour la dépression. Donc, même s'il n'y a pas de comorbidité dépressive, ça peut être utile de faire un audit sur tout ça. Bien sûr, Euh, bien Pas sûr. nécessairement d'ailleurs au moment où ça bloque dans le suivi, mais pourquoi pas dès le début. C'est quelque chose que je fais de plus en plus. Et ça permet parfois de partir vraiment sur les bonnes bases, pouvoir travailler ensuite. Ouais, bah, je pense que oui. Mais merci Lucas pour cet ajout là. Je vais aller voir ça. Avec plaisir.
Je pense qu'on va pouvoir terminer déjà parce qu'on arrive à mon avis à la fin du temps imparti et puis aussi parce qu'on a déjà quelque chose d'assez riche, une vidéo assez avancée je pense quand même. Euh, pour les personnes qui comprendraient pas tout, il y aura sûrement des ressources à aller voir, d'autres vidéos, que ce soit celles de Didier ou les miennes. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de définir tous les termes au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop technique. En tout cas, pour moi, c'était super intéressant, super riche. Donc, je te remercie une fois de plus d'avoir accepté cette invitation. Et puis, si tu souhaites, je te laisse le mot de la fin. Non, mais écoute, je te retourne le compliment. Je pense que c'était aussi intéressant pour moi, pour toi probablement, de t'écouter rebondir. Merci infiniment pour ton invitation, Lucas. Comme je disais au début de notre rencontre, j'ai regardé vraiment plusieurs de tes vidéos. Elles sont vraiment d'excellente qualité. Tu vois, j'en ai partagé une à une patiente cette semaine, ta vidéo sur les tocs de vérification, et elle m'a répondu par courriel qu'elle avait trouvé formidable. Donc, c'est rare, il y a encore trop peu de professionnels qui s'intéressent au TOC. J'ai des fois presque envie de faire une vidéo pour dire que c'est une forme de scandale sanitaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'est inadmissible, à mon avis, en 2026 que il y a encore autant de retard au diagnostic, qu'il y a encore autant d'interventions sur le TOC qui clairement sont contre-productives, alors que ça fait plus de 50 ans qu'on connaît les traitements qui marchent, à commencer par l'exposition avec prévention de la réponse. Donc, si vraiment il y a un message qu'on veut passer à tes abonnés, c'est faites un traitement par exposition avec prévention de la réponse, ou avec Lucas, ou avec n'importe qui, mais faites un traitement de ce type-là, c'est ça qui marche. Et, ouais, je suis tout à fait en accord avec ça. Typiquement, dans l'accompagnement, j'ai une personne que j'accompagne qui a un retard, qui a eu un retard diagnostique une trentaine d'années. Donc, imaginez ce que c'est, hein, de passer 30 ans avec des TOC sans savoir Terrible. que des TOC et pas faute d'avoir consulté. Donc après, voilà, on va pas forcément jeter la pierre bêtement sur les professionnels de santé, mais c'est vrai qu'il y a un manque de formation à ce niveau-là. Et c'est vraiment regrettable. Parce que si on était intervenu dès le départ, sans doute que là, il n'aurait pas eu besoin de moi aujourd'hui et que ça aurait complètement changé sa vie. Ouais, je veux juste, et tu fais bien de dire on ne jette pas la pierre aux collègues, parce que quand je dis ça, je voudrais surtout pas que les gens pensent que c'est une façon de se mettre en position haute. Ah, nous, on est tellement plus fort parce qu'on connaît les TOC. Non, non, mais moi, j'ai été un psychologue qui connaissait pas du tout les TOC. Et toutes les choses aujourd'hui que je regarde et que j'entends, et je me dis, oh mon Dieu, non, il faut pas faire ça, mais je les ai faites, en fait. Donc, je veux dire ça aussi, il y a aucun blâme contre les collègues. C'est juste que de manière systémique, nous, les professionnels de santé, nous ne sommes pas assez formés et informés sur ce trouble. Et si on n'y va pas par nous-mêmes, par intérêt, bah, voilà, on fait des erreurs. Et, merci de clarifier ça. Effectivement, le problème est systémique plus qu'individuel. C'est important. Ouais. Et donc, défaut de formation. On pourrait même préciser d'ailleurs au passage pour montrer qu'on ne cherche pas à se mettre en position haute ici, qu'il y a plein d'autres problématiques pour lesquelles on n'est pas aussi performant. Et dans ce cas-là, on réoriente. Tout simplement, on n'a pas la Tout à prétention fait. Tout à fait. d'aller plus loin. Donc voilà, ça se comprend, mais c'est important d'avoir quand même une culture générale, comme les psychologues, pouvoir Ben oui. comprendre ce qui se passe et pouvoir orienter de la bonne façon. Je sais pas si ça. Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une très bonne conclusion. Merci infiniment, Lucas, pour ton invitation. Super, merci à toi. Je te dis à très vite. Et puis, Je, je vais le dire à ta place. Pensez à mettre un like et à partager ah oui, la vidéo. j'ai tendance à pas le dire, tu vois, mais c'est vrai que Voilà, donc c'est je le important. dis pour toi. C'est l'expérience, la vieille expérience de YouTube. Merci Didier, top.